Bienvenue dans l'Onsop Info, voici le titre de l'actualité. Au Soudan, un conseil souverain de transition sera formé le 18 août. L'accord marque une nouvelle étape dans le pays, gouverné par un régime militaire autoritaire depuis 30 ans et secoué par une contestation populaire depuis décembre 2018. L'Afrique du Sud enregistre un taux de chômage de 29%, un record dans le pays. Le président Cyril Ramaphosa envisage de créer de nouveaux emplois. Et puis en Burundi, le paludisme touche 5,7 millions de personnes pour 11 millions d'habitants, soit un malade sur deux, un fléau qui préoccupe les acteurs du secteur sanitaire. Mais d'abord, au Mozambique, le parti d'opposition et ancienne rébellion, l'Arenamo, et le gouvernement signent un traité de paix définitif, un accord qui intervient 27 ans après la fin de la guerre civile. Il met ainsi fin à un processus de négociation. C'est le troisième accord entre les deux rivaux afin de parvenir à une paix durable. Il intervient à quelques mois de l'élection générale prévue le 15 octobre. Au Soudan, les négociations entre l'armée et la contestation ont finalement abouti à un accord. Les deux parties ont annoncé la formation d'un conseil souverain le 18 août prochain, une instance où les civils seront majoritaires et qui assurera la transition pendant près de 3 ans dans le pays secoué par les manifestations populaires depuis décembre 2018. Abba Maroun. Avec la mise en place d'un cadre législatif sur la gestion de la transition pacifique, le Soudan ouvre une page importante de son histoire. Le 18 août 2019, le pays réglera les modalités du transfert du pouvoir aux civils, avec notamment la formation de l'autorité civile chargée d'assurer la transition politique et la désignation des membres du Conseil souverain. Ce Conseil souverain sera composé de 5 militaires et de 6 civils et devra mener avec un parlement et un gouvernement la transition pendant un peu plus de 3 ans. Cette duplicité institutionnelle montre toute la difficulté de la manœuvre pour arriver à rassurer les militaires pour qu'ils rentrent effectivement dans leur rôle régalien et laissent la vie politique aux civils. L'objectif de la transition dans ce pays meurtri, pas de nombreux conflits, est de parvenir à une paix permanente et globale avec les groupes armés tout en mettant fin à la marginalisation. Une marche vers la transition jalonnée de challenges tels que la réintégration des milices dans les rangs de l'armée. Le premier défi, c'est d'abord d'arriver à rassurer les populations que le calme peut revenir et qu'effectivement le Soudan a de nouveau les clés de son avenir entre ses mains et qu'on est sur un cap qui peut amener les uns et les autres à avoir confiance. Précisons que cet accord, qui constitue une étape importante dans la réalisation de la paix et de la stabilité au Soudan, intervient après la signature de l'accord de partage du pouvoir le 17 juillet 2019 entre le Conseil militaire au pouvoir et la principale coalition d'opposition. Et dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, le suspense plane autour de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection prévue en 2020. Le président a fait savoir ce mardi, à la veille de la fête de l'indépendance, qu'il prendra sa décision au moment opportun, selon les recommandations de son parti. Alassane Ouattara achève son 2e mandat après avoir été élu en 2010, puis réélu en 2015. La loi fondamentale adoptée en 2016 lui autorise de faire 2 mandats. L'Afrique du Sud bat un record avec un taux de chômage de près de 29%, soit 6,7 millions de personnes sans emploi. Le président Cyril Ramaphosa veut relancer l'activité économique et créer de nouveaux emplois. Mais avec une population sous-qualifiée, le pays encourt la crise économique. Reportage. 29%, c'est le taux de chômage le plus élevé depuis 2008 en Afrique du Sud. Le pays compte plus de 6,7 millions de chômeurs. Au cours du second semestre de 2019, 49 000 Sud-Africains ont perdu leur emploi dans les transports, les mines ou encore l'industrie. Parallèlement, la population en âge de travailler a augmenté de 150 000 personnes, selon Stats South Africa. Parfois, je suis incapable d'acheter de la nourriture pour mes enfants simplement parce que je n'ai pas d'argent pour leur acheter de la nourriture. C'est donc douloureux. Cette situation crée une pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa. Durant les législatives de mai 2019, il a promis de relancer l'activité économique et de créer 100 000 emplois en Afrique du Sud. Le président a également qualifié le chômage des jeunes sud-africains de crise nationale. 4 jeunes sur 10 n'ont pas d'emploi et seulement
Seulement 2,2% des sans-emploi ont fait des études supérieures. Le marché de l'emploi doit être plus hiérarchisé, selon le gouvernement, dans les secteurs avec beaucoup de demandes pour la main-d'œuvre. Je pense que l'Afrique du Sud a connu une croissance structurelle semblable à celle d'un pays développé. Les secteurs qui ont connu une croissance rapide ont été des secteurs tels que le secteur financier, le secteur de la construction, et ces secteurs appartiennent aux secteurs sans main-d'œuvre et nous ne pouvons pas en tirer des revenus pour les personnes au chômage et sans qualification. L'économie sud-africaine traverse une mauvaise passe. Le produit intérieur brut sud-africain a reculé de 3,2% en rythme annuel au premier trimestre 2019. Son plus fort recul sur 3 mois enregistré ces 10 dernières années, notamment en raison des rationnements d'électricité, mais aussi de la faiblesse des investissements et des dépenses des ménages. Au Niger, le secteur agricole est confronté à plusieurs défis, notamment démographiques et climatiques. Le pays perd plus de 100 000 hectares de terres cultivables par an. Un plan d'action a donc été adopté pour faire face à l'insécurité alimentaire dans le pays. Philoméntine. L'agriculture au Niger contribue pour 40% au produit intérieur brut du pays. Elle représente le premier secteur générateur de revenus pour la population et pour l'État. Néanmoins, ce secteur n'exploite qu'environ 12% du territoire national. À noter que le pays perd chaque année plus de 100 000 hectares de terres cultivables. Il faut restaurer annuellement 213 000 hectares et cela se fait à travers des opérations de récupération des terres dégradées par différentes techniques, mais aussi par la fixation des dunes de sable pour protéger les cuvettes oisiennes, mais également à travers la régénération naturelle assistée. En plus de la dégradation due aux conditions climatiques, le secteur agricole nigérien est tributaire à une forte croissance démographique qui est l'une des plus élevées au monde. Face à ces défis, l'agriculture nigérienne enregistre un faible taux d'accroissement de la production agricole, estimé à 2,5% par an. Ainsi, les autorités du pays envisagent restaurer annuellement 213 000 hectares à travers des plans stratégiques. Chaque année, la date de l'indépendance consacrée à une opération de plantation d'arbres et cela donne le coup d'envoi d'une opération de reboisement sur l'ensemble du territoire national. Nous estimons pour cette année pouvoir planter jusqu'à 10 millions d'arbres. Au Niger, plus de 80% de la population dépendent de l'agriculture pour leur alimentation et leurs revenus. Toutefois, la sécheresse et les inondations menacent de plus en plus les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. En outre, sur les quelques 2,7 millions d'hectares de terres arables, 40 000 sont irrigués. Le Burundi, frappé par le paludisme, ce fléau fait des ravages au sein de la population. 5,7 millions de cas ont été enregistrés dans le pays et plus de 1800 personnes en sont mortes depuis début 2019. Corinne Kamsefem. Sur la base des données officielles du ministère burundais de la Santé publique, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies révèle que ce pays d'Afrique de l'Est est en proie à une épidémie de paludisme. À la mi-juillet 2019, le nombre de cas de paludisme est estimé à 5,7 millions pour 11 millions d'habitants, soit un malade sur 2. Les conditions socio-économiques d'une population, d'un pays, justifient toujours de l'état de santé des populations. Au Burundi, en ce moment, vous savez qu'il y a une pénurie, il y a beaucoup de problèmes socio-économiques, de pénurie de carburant, de médicaments. Donc forcément que ça a une influence sur les études épidémiologiques, sur les budgets de la santé. Les données révèlent qu'en l'espace de 200 jours, 1800 personnes ont succombé suite à cette maladie. Seulement sur la semaine du 15 au 21 juillet 2019, 150 000 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui fait une augmentation de 97% par rapport à la même période en 2018. Accentuer toutes les politiques publiques autour des crises sanitaires. C'est aussi une politique autour des médicaments. En attendant d'avoir un vaccin contre le palu, on a un problème avec les antipaludiques qui ont des effets secondaires énormes. Et enfin, je dirais la prévention. La prévention, c'est-à-dire qu'il faut de l'éducation thérapeutique autour des populations. Les acteurs du secteur de la santé s'inquiètent et souhaitent que les autorités s'expriment sur la question afin qu'une véritable croisade soit lancée contre ce fléau. Cela permettrait la création d'un centre spécialisé de traitement du paludisme, mais aussi la gratuité des soins, qui pour l'instant sont pris en charge à 100% par les malades, sauf pour ceux ayant moins de 5 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.